travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, donc auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances, c'est Patati et Patata. Aujourd'hui, pour remettre de l'ordre dans tout ça, on demande à notre expert du jour, Emmanuel Boulineau, directeur des carrières du développement de l'entreprise Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Emmanuel, SGDBF c'est 23 000 collaborateurs, oui. 200 métiers, 4 000 recrutements à l'année, très gros employeur en France, 500 stagiaires et alternants d'habitude, mais cette année 1000 alternants. Donc 1000 alternants recrutés en septembre. Aujourd'hui Emmanuel, quel est l'enjeu du digital? L'onboarding aujourd'hui se place comme étant digital à 100% pour beaucoup d'entreprises depuis une année. Quel constat faites-vous? Est-ce que vous êtes dans une logique qui va se poursuivre? On fait le constat chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France que le digital aide, il facilite, il rend accessible l'information, il fluidifie, il fait faire des économies sur le onboarding par exemple ou sur certains process RH, mais il ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire que moi je travaille dans une entreprise qui a un métier de contact avec des clients, et c'est des clients professionnels, donc ce métier ce contact-là, il doit se retraduire aussi dans nos contacts entre nous, et donc le digital vient supporter le facteur humain, il ne se suffit pas à lui-même, entre guillemets, penser que tout digital marche longtemps, non, ça ne fonctionne pas que tout digital. Okay. Combien de points de vente chez SGDBF? Aujourd'hui, on est à plus de 1000 entre les différentes enseignes, à près de 2000 points de vente. 2000 points de vente en France, répartis sur l'ensemble du territoire français. D'ailleurs, une question, vous êtes uniquement sur le territoire national? Alors, Saint-Gobain a des sociétés de distribution en Europe ou sur d'autres continents, et Saint-Gobain Distribution Bâtiment France est la filiale française, c'est d'ailleurs la plus importante aujourd'hui, pour Saint-Gobain, pour les métiers de la distribution. D'accord. Tout ça, ça fait quand même écho à la mobilité, non? Un petit peu, un peu plus qu'ailleurs? Parce que j'imagine quand on a toutes ces filiales... Alors oui, on a pas mal de mobilité. On a fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs un carrière day au niveau Saint-Gobain pour mettre en avant effectivement l'ensemble des parcours de carrière. Moi je fais une data sur 5 ans sur effectivement l'ensemble des mobilités. On a plus de 6000 personnes qui ont changé de métier sur les 5 dernières années. On a plus de 1000 personnes qui ont accédé à la mobilité géographique, soit en changeant d'agence de vente, soit en rentrant dans un siège, soit en allant sur une autre société. Donc on a une perméabilité assez forte, et moi j'en suis le pur produit, hein. J'ai fait 4 sociétés dans mon groupe avant d'avoir mon poste, et ça enrichit, ça nécessite effectivement certains efforts, certaines prises de risque de la part des salariés, mais c'est réellement un facteur motivant pour les salariés et un facteur de rapidité ou de fluidité pour une carrière. Comment ça se passe en interne pour la mobilité? Il y a quand on est RH ou manager, comment on met justement en branle tout ce process-là auprès de collaborateurs pour déjà les tenir informés que c'est possible? Oui. Et deuxièmement, leur dire lorsqu'ils le veulent, les accompagner, j'imagine. C'est dès le départ en fait. Quand quelqu'un rentre chez nous, on signe un pacte avec lui, une sorte de pacte interpersonnel de dire je vais m'engager dans cette société-là, c'est pour grandir. Je ne connais pas grand monde qui rentre dans une boîte en disant tiens, dans 20 ans je voudrais faire la même chose. Je voudrais grandir. Alors c'est grandir soit en hiérarchie, soit dans l'expertise. Et ce pacte-là, il faut le respecter. Et donc tous les ans, on a nos entretiens, tous les 6 mois on a des entretiens, mais tous les ans il y a le fameux entretien annuel. D'ailleurs, soit dit en passant, depuis longtemps j'ai entendu parler de l'entretien annuel est mort, et ainsi de suite. En fait non, ça reste quand même un élément essentiel de rencontre et de point de rencontre où le manager prend du temps avec le collaborateur qui exprime des souhaits. C'est ce qui est essentiel dans le point annuel. C'est la relation, voilà, c'est faire le bilan et s'exprimer sur ce que l'on souhaite et comment on souhaite être accompagné. Et puis on a tout un tas de systèmes. Alors on a un système effectivement digital qui permet de savoir où sont les différentes opportunités. On a mis en place des visualisations de parcours de carrière basées sur de la data en disant à quelqu'un, voilà les gens qui tenaient ton poste sur les 5 dernières années, voilà où ils ont évolué en majorité. On rentre aussi dans un circuit de mentoring ou d'ambassadeurs de carrière qui permettront au chacun de pouvoir solliciter quelqu'un qui n'est pas de la RH, parce que la RH vous tient un discours, mais
un collaborateur vous Quoi, dira un d'autres tuteur, choses. En fait, enfin, comme un... Pas nécessairement un tuteur. Pas un tuteur, un parrain. Mais ou, quand vous prenez un poste, un RH va vous sortir sa palette en vous disant voilà tout ce qui est bien. Ouais. Celui qui tient le poste, il vous dira la face cachée Le de ce bien et le poste-là. moins bien, bien sûr. Ce que les choses, en fait, voilà, c'est le prix à payer parfois sur certaines prises de poste qui nécessitent un investissement peut-être un peu plus long. Et puis c'est toujours, on le croit. On croit plus quelqu'un qui a fait ce poste-là ou ce jump-là qu'un RH qui vient vous en parler de façon les discours de preuve en RH. Ce qui se fait très naturellement dans toutes les boîtes depuis des milliers d'années, et ben on essaie de l'institutionnaliser un peu plus. D'accord. Vous parliez de l'entretien individuel, Emmanuel, mais comment avez-vous fait pendant toute cette période pour justement continuer à garder une proximité, un lien? Vous avez des équipes à la fois dans des points de vente, vous avez des équipes sièges d'ailleurs. 90% d'ailleurs. 90-10. Hein. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous allez tous revenir au siège? Là, on est en juin. Est-ce que finalement ceux qui sont au siège vont revenir en 100% office? Ou alors est-ce que vous êtes en train de négocier des choses avec l'ensemble des salariés? Alors, premier point, le lien, merci Teams, clairement. Merci les outils digitaux, mais merci le portable. C'est aussi bête que ça. Quand vous êtes en point de vente, il n'y a pas forcément un Teams. Donc le chef d'agence, il a les téléphones portables de tout le monde. Et on a demandé à tous nos managers, pendant les confinements, pour ceux qui étaient, en tout cas dans le premier confinement en chômage partiel, de les appeler. Et ça a été très important quand même. Ça a été très bien perçu d'ailleurs des salariés de dire au moins on prend soin de moi, on me demande si je vais bien. Ensuite, les deuxièmes confinements, on a eu cette chance d'être dans les sociétés qui ont eu le droit d'ouvrir. Donc on a réouvert assez rapidement sur le premier confinement et le deuxième confinement, on n'a jamais fermé. Donc on a maintenu cette activité-là. Le siège, les fonctions de siège, c'est un peu différent, puisque ce sont des fonctions qui peuvent parfois se faire à distance. On a pas mal de salariés qui ont découvert le télétravail. Alors ça a été... nous qui ne faisons pas nécessairement très télétravail de par la nature de notre job qui fait qu'on a des magasins, donc on a un contact physique et on se doit d'avoir une exemplarité vis-à-vis des gens qui sont dans nos magasins. Finalement les sièges faisaient assez peu de télétravail. C'était pas tellement répandu. Bon là ça a tout bouleversé. Aujourd'hui le télétravail est rentré comme une normalité. Est-ce que les gens vont revenir? Oui, en très grande majorité. En fait on a paradoxalement plus de gens qui souhaiteraient revenir plus souvent. Et on a eu plus de demandes de gens qui voudraient rentrer au bureau, entre guillemets, plus de 4 jours par semaine. Ça vient de la nouvelle tour, ça, non? Peut-être? Pas nécessairement, non, mais je parle des sièges régionaux. Non, c'est surtout ce besoin de lien social, quoi. Vous retrouvez pourtant, en parallèle, on a une étude qui vient de sortir. Tu en parlais tout à l'heure, Thibaut. C'est 74% en fait, des salariés qui expliquent que finalement, à l'approche du 9 juin, ils préféreraient pouvoir négocier quelque chose avec leur employeur. Alors, on a rester en télétravail. On a une égo sur le télétravail, mais en fait, ce que demandent les gens, c'est de pouvoir actionner le télétravail quand ils le souhaitent, alors qu'avant, peut-être, effectivement, ils avaient un peu peur ou un peu de réticence à dire à mon chef, pardon, excuse-moi, est-ce que j'ai le droit d'avoir du télétravail? Mot qui, il y a un an, existait, mais finalement, ça a accéléré tout ça, dans les grandes entreprises, finalement, personne ne le dit. Là, ça a accéléré tout. Donc, oui, c'est ça, c'est plus un gros mot finalement. C'est plus on peut juste en parler avec sa hiérarchie. C'est de dire comment on s'organise avec ce télétravail. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est que les gens ont besoin de se voir, en fait. Oui, bien sûr. Parce que c'est rigolo, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais bosser avec des petits-enfants dans un appartement parisien ou au centre-ville, c'est une galère totale. Donc, il y a aussi ce besoin de revenir voir son chef, voir ses collègues et échanger. Et alors, toute cette période, est-ce que ça a changé aussi quelque chose dans la relation management? Vous parliez en fait du chef d'agence qui appelait en fait les différents salariés pour savoir comment ça allait, certainement pour pas qu'ils se sentent non plus seuls, parce que pendant cette période-là, il y a eu quand même beaucoup de gens qui se sont sentis assez seuls. Comment vous avez géré les choses au-delà de ça? Est-ce que ça a été processéisé ou pas du tout? Comment vous avez anticipé les choses? La vue d'un grand groupe comme le vôtre, c'est très intéressant justement à ce niveau-là. À différents niveaux en fait. La première chose, des fois on peut processer des grands trucs, mais le coup de fil, c'est la chose la plus importante. Finalement c'est tout bête, mais le fait que votre chef vous appelle quand vous êtes chez vous en vous disant comment vas-tu, comment le vis-tu, et vous écoute, et relaie s'il y a problème auprès de la RH qui peut reprendre ensuite les choses en main, si jamais ça se passe mal, c'est le plus important. C'est-à-dire j'ai mon patron, j'ai mon manager qui me sollicite, qui me demande si je vais bien. Ensuite, la façon de travailler a changé, on est plus souvent effectivement en Teams, on est plus souvent en partage de documents, en partage d'informations, ça par contre ça s'est fondamentalement accéléré, et on a aujourd'hui
Par contre, on vit parfois une trop grande information ou trop de canaux d'information entre le mail, le Teams, le WhatsApp, D'accord. le C'est téléphone. une centralisation qui va il peut-être faut- avoir besoin de Il faut s'opérer. qu'on régule un peu D'accord. notre façon à nous d'échanger entre nous, qui peut pas être parfois un peu trop large. Mais clairement aujourd'hui, dans l'enquête que l'on mène, parce qu'on mène une enquête régulière auprès de nos salariés, c'est-à-dire une fois par an, on n'a pas ressenti de décrochage phénoménal. Au contraire, il y a aussi un avantage à être resté ouvert. On est sur un marché qui aujourd'hui va bien, n'a pas souffert de la crise. Et ensuite, l'avantage des grosses sociétés dans ce monde-là, ou dans ce monde un peu incertain, c'est que plus vous êtes gros, plus mieux vous résistez. Vous ne posez pas trop la question de savoir si vous allez être payé à la fin du mois. Ce qui est quand même énorme. Bah ouais, C'est quand même énorme. j'ai une double question. Une double question par rapport à l'analyse sectorielle qui va très bien. Est-ce que, ça attire plus de candidats désormais, puisqu'il y a ce côté certitude, ou en tout cas rassurant d'aller chez un employeur qui va très très bien, et qui va pourra bien me payer à malgré la la fin. période, et qui pourra payer. Enfin, bon. Non, mais c'est On n'en utile, est pas là, mais c'est utile. C'est pas mal. Et la double question, c'est, on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup lu, c'est l'objet un peu de l'émission, mais est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on arrive déjà à constater ça quand on est chez Saint-Gobain, d'avoir des candidatures de personnes qui n'avaient pas l'habitude de candidater chez nous? Je m'explique, parfois même, je vais large, je fais le grand écart, métier support, chez moi j'ai réfléchi, ça m'a donné le temps, j'ai plus du tout envie de faire ça, je reviens à quelque chose de terrain, de terre à terre. J'ai envie alors, pas nécessairement de devenir cariste, mais de revenir dans du contact avec des personnes, d'aller en magasin. On a vu tout à l'heure Est-ce qu'il y a aussi des transformations, des changements de job voilà, qui est-ce s'opèrent que vous êtes aperçu de ça? Est-ce qu'on arrive encore, ou c'est trop tôt, à faire la répartition des mecs qui ont préféré changer de job à cause ou grâce au Covid, à la crise sanitaire, et d'autre part à l'augmentation du chiffre d'affaires et de la santé financière du groupe? Sur les métiers, pas encore. Pour être D'accord. tout à fait sincère, pas encore. Sur les clients, oui. Parce qu'on voit le déport, la volonté Ouais. de partir en province, d'avoir une maison, et donc qui nous va t'es bien, rentré parce que dedans, ça Jérémy, nous permet, ça. ça nous permet de... Donc sur les clients, vous le Sur constatez. les clients, on voit, sur le marché en fait, c'est pas sur les clients, nos clients finaux, mais sur le marché, on voit qu'il y a un déport effectivement de la maison individuelle qui Ouais. revient dans un désir des Français. Sur les métiers, non. Il y a ce que l'on constate fondamentalement. Alors c'est compliqué de recruter aujourd'hui, très compliqué. Le marché est complexe parce que il y a encore des gens qui sont en chômage partiel, d'autres ne sont pas encore rentrés, certains se posent des questions sur quel type de métier ils veulent faire. Donc c'est un peu compliqué d'être très clair. Moi je trouve en toute honnêteté qu'on a les mêmes difficultés qu'avant. Ça, ce qui est parce que trouver de la ressource n'est pas si évidente. Par contre, on a un discours qui est plus affirmé sur les valeurs, sur ce que l'on est, c'est-à-dire, avant on n'était pas nécessairement digitaux, on vend des matériaux de construction, c'est pas très sexy, mais aujourd'hui, en fait, on voit un petit retour à l'essentiel, d'avoir une maison, d'avoir un jardin, de pouvoir avoir une vie de famille un peu plus, comment dirais-je, équilibré, et puis surtout, c'est plus important. Voilà, Ouais, dans l'ordre de l'importance, cette vie-là est devenue un peu plus importante. Donc, Au même titre qu'il faut 1 à 2 journées dans la semaine pour être en office au bureau, il faut peut-être aussi du temps et avoir un ancrage assez sérieux avec sa famille. Finalement. ça. Et donc nous, qui sommes sur la construction des bâtiments, Voilà. sur des choses qui sont durables, sur des choses qui permettent de rénover votre appartement, votre maison, ou d'améliorer votre confort, oui, ces métiers-là reprennent un peu de valeur, je pense, par rapport à des métiers qui étaient peut-être un peu mode parfois, mais ça n'empêche qu'on a quand même des difficultés, parce que attirer les gens aujourd'hui, revenir dans un monde normal, on va dire ça comme ça, n'est pas si simple que ça sur le recrutement. Donc pas de bouleversement significatif, c'est peut-être même trop tôt. C'est un peu tôt pour se le dire. On a par contre effectivement, on l'a vu pendant la crise, c'est-à-dire un effet de rétention, là où notre turnover pour des métiers distributeurs était quand même relativement faible ou relativement maîtrisé, il a baissé effectivement. Pourquoi? Parce que simplement un effet déjà d'une boîte qui marche, qui tient la route, qui continue à avoir des bons résultats pendant la crise, et donc et qui est solide. Et ça c'est énorme. On se dit, je suis au bon endroit, quoi. Voilà. Ouais, ok. J'ai confiance en l'avenir. C'est un peu le maître mot, la confiance au final, parce qu'il a fallu faire confiance pendant une année. Est-ce que j'ai confiance dans ma boîte? Est-ce que je peux y rester? Comment je me vois dans 2 ans, 3 ans? C'est sûr qu'avec une boîte solide comme SGDBF, oui, on peut se sentir rassuré. Ça a cet avantage-là. Effectivement. Quels sont les jobs pénuriques finalement, si on essaye d'en donner 3-4 qui pourraient être vraiment les grands jobs pénuriques
sur l'année qui vient. Paradoxe, c'est que, enfin pas paradoxe, on l'a vu pendant le premier confinement, on a remis devant la scène des métiers dits de première ligne, que personne ne regardait vraiment. Tous ces métiers-là qui étaient un peu inconnus ont été remis en première ligne. Et aujourd'hui, sur certaines régions, quand on vous demandait un cariste, c'est très compliqué. Ces métiers de première ligne sont très demandés. Pourquoi ? Parce que la reprise économique est là et qu'on a de plus en plus de consommateurs. Et donc en logistique, ça devient compliqué. En vente, un tout petit peu moins, mais quand même. Donc on voit qu'on a des métiers pénuriques. Et puis on a des métiers qui sont de façon constante pénurique, je pense à l'IT, qui sont très compliqués à attraper, qui eux restent compliqués à attraper même après la crise. Par contre, là, dans le retour à la vie normale, on voit effectivement que ces métiers-là, qui étaient déjà pas si faciles que ça à trouver, sont encore plus compliqués aujourd'hui. D'accord. On espère que ça soit temporaire. On espère que ça revienne à peu près au monde d'avant. Est-ce que vous espérez une remise à la normale, ou est-ce que vous anticipez déjà et trouvez d'autres solutions ? Vous êtes déjà sur d'autres solutions ? Comment on fait en fait pour trouver ces métiers pénuriques, ou comment on répond à cette pénurie-là ? Alors, première chose, c'est soit on ouvre ces chakras, on va chercher d'autres profils et on les forme. Aujourd'hui, nous, on a l'avantage d'avoir 3 écoles de formation à travers la France, donc on peut former. On a à peu près 16 000 personnes qui sont formées par an. Donc, on est capable d'offrir ça. On est capable d'offrir l'accessibilité à un nouveau métier et de former les gens. Donc, soft on skill, change, pour le coup. Voilà, on change effectivement notre regard sur le recrutement. On a aussi, je pense que, et ça sera plus le marché qui va devoir mieux reconnaître ces métiers-là, mieux les payer et mieux les garder. Ça, l'enjeu peut-être demain, c'est de se dire que est-ce que finalement on peut vivre dans une société avec un facteur 5 ou 6 entre un métier de cariste qui vous transforme, qui vous prépare votre colis, vous le met dans une livraison et vous livre à 48 heures parce que vous avez cliqué sur votre site de commande, et que lui soit très mal payé, versus quelqu'un qui travaille dans le digital et qui, en mettant une photo, a un facteur 3 sur son salaire. Cette situation-là va avoir du mal à tenir. Donc ce qu'on peut constater... Donc vous voyez une évolution Moi je pense qu'à un moment donné, on va mieux rémunérer ces personnes-là, pour essayer de les garder, parce qu'un très bon livreur ou un très bon cariste magasinier, ça vous fait gagner de l'argent. Et c'est quelqu'un qui, par sa solidité, par le fait qu'il est là tous les matins, par le fait qu'il travaille bien, qu'il ne casse pas, a une réelle valeur pour l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt une évolution positive pour le coup. Pour moi, ce sera une évolution positive sur ces métiers-là. Ouais. Et ça sera un Saint-Gobain qui donnera le là, par exemple, parce que là, j'imagine, si un groupe comme le vôtre nous, on pratique cette augmentation, elle peut être significative pour tous les autres. Soit ils s'alignent, soit ils ne s'alignent pas. Voilà. Et là, pour le coup, c'est une très mauvaise nouvelle pour certains, oui. Alors, je pense qu'il y a toujours de meilleurs employeurs que soi, faut pas se mettre trop en avant, mais nous on est leader sur le marché de la distribution aux pros en France, donc oui, on est regardé. Nous, on essaye d'avoir un bon équilibre de package social, entre un bon salaire, l'intéressement, de la participation qui tombe, une couverture sociale qui soit très correcte pour les salariés qui ont des familles et qui permettent effectivement de couvrir leur famille. Donc on a la capacité d'évoluer aussi à un moment donné, ça fait partie du package social. Donc on essaie d'avoir quelque chose d'équilibré et pas de déséquilibré, c'est-à-dire d'avoir un très gros salaire mais rien à côté, ce qui peut arriver dans certaines sociétés. Nous, on souhaite effectivement quelque chose de plus long terme. Voilà. On essaie de réfléchir au long terme. Ok. En termes de parcours candidat, oui. Donc vous êtes présent, j'imagine, partout, mais certainement un peu plus. Des entreprises, dernièrement, faisaient leurs entretiens en visio, allaient même jusqu'à signer en fait, des contrats de travail à distance. Est-ce que vous êtes passé par ces étapes ? Est-ce que vous allez continuer, si c'est le cas ? Et si c'est pas le cas, pourquoi ? Oui, on a fait. Alors, je fais des entretiens par visio, des entretiens physiques masqués, ce qui est encore plus désagréable que par visio, soit dit en passant. On perd une partie du visage et de l'expression du visage des gens. Alors, qu'est-ce qui est le mieux ? Je vous coupe. À choisir. À choisir, sans masque et en physique. Mais non, à choisir, visio c'est pas si mal que ça. J'étais pas particulièrement un fan de ça, et puis il a fallu s'y mettre. Certains disent que ça dégaine plus vite. C'est-à-dire qu'on peut plus rapidement en fait, entrer en contact avec un candidat, et donc on va gagner du temps finalement. Mais c'est effectivement un moyen très rapide de pouvoir voir les gens et de pouvoir décider vite. Sinon, il faut s'attendre, s'accorder sur nos agendas et ainsi de suite. Donc ça, on l'a et on va le garder, je pense, dans ce parcours de recrutement. Sur quelle typologie de métier ? Je pense tous. Tous ? Je pense tous. On avait fait il y a quelques années avec une petite société qui a bien grandi, qui s'appelle Visio Talent, des entretiens
déportés, filmés. Et donc Du ça, groupe c'était Clever plutôt pas mal. Connect, Ouais. tout à fait. Et donc ça avait donné déjà une petite marche à tout ce côté. Je vois un candidat, avant de le rencontrer charnellement, je vois un petit film. Là, donc ça a habitué certains managers à le faire. Donc aujourd'hui c'est un peu plus démocratisé, ça c'est ce qui est vrai. Mais le tout digital dans le contrat, je signe un contrat, je vais je recrute quelqu'un sans le voir. Je l'ai fait pour mon équipe. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Ça n'aide pas finalement à l'embauche. Bah, moi, je suis très content de l'avoir. En fait, que la personne m'a proposé. Donc, je lui ai envoyé son contrat en digital. Maintenant, elle l'a signé en digital. Mais pour autant, quand elle est venue, avant de rentrer le premier jour, on s'est croisés, on a passé une paire d'heures à discuter. Ça a été beaucoup plus agréable de rencontrer physiquement la personne. Bien sûr. Parce que voilà, donc, c'est pas une... si on veut résumer, l'onboarding ne peut pas être fait autrement, selon vous, que en physique. En tout cas, qu'il y ait vraiment une partie, un pourcentage fort en physique. On a digitalisé l'onboarding avec une autre société et en fait, le digital permet d'amener de l'information plus vite au candidat, même avant qu'il n'arrive. Nous, ça lui ouvre effectivement tout un espace où il va pouvoir se renseigner, regarder, remplir, compléter son dossier, tout ça digitalisé. Donc ça va fluidifier. Prendre le pouls, même avec d'autres collaborateurs qui pourraient mettre à disposition des vidéos. Ça, c'est le cas. Ils peuvent le faire. Ils ne le font pas tout le temps parce que ça manque de temps, mais ils peuvent le faire. Maintenant, donc une politique employé advocacy. Voilà. Mais il faut quand même que physiquement, enfin moi ce que j'apprécie, c'est ce contact. Aujourd'hui, on ne le fait pas par Teams. Oui, bien sûr. On est tous ensemble dans un studio. Par chance, on respecte les gestes barrières. Évidemment. Et je suis vacciné. Donc en fait, non, c'est tout à fait... c'est complémentaire. Mais le onboarding permet d'amener... La digitalisation du onboarding permet d'amener plus rapidement, plus facilement beaucoup de contenu. Et on sait qu'un collaborateur, avant qu'il ne rentre, aura plus de facilité à lire ou à s'intéresser à ce contenu-là. Parce qu'une fois qu'il est dedans, il travaille et puis là, il se forme. C'est plus compliqué pour lui. Ouais, d'accord. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu du droit à la déconnexion ? Est-ce que c'est une politique chez vous ? Est-ce que c'est un sujet qui a déjà été évoqué ? Est-ce qu'on se fait engueuler quand on fait des mails le week-end ou le soir tard ? Est-ce que les messageries sont bloquées ? Est-ce que... Voilà. En fait, il y a un droit à la déconnexion qui existait depuis longtemps. Est-ce qu'il était lu ? Est-ce qu'il était respecté ? Je ne crois pas, ou pas totalement, ou chacun se regardait. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de gens qui émettent des reproches ou des souhaits, ou le fait de dire arrêtez de m'envoyer des mails le week-end par exemple, arrêtez de m'envoyer des mails trop tard, je les lis pas. Ou je m'oblige à les lire, et nous ce qu'on répond c'est d'abord vous n'êtes pas tenu de les lire, donc pas obligé de les lire. Et oui, il y a de plus en plus cette volonté de se déconnecter. Est-ce qu'elle est suivie tout le temps ? C'est un peu plus compliqué. Est-ce que ça a été exacerbé justement avec cette période d'ultra-connexion ? Oui, le premier confinement a été, rien que pour la RH, c'est un métier qui a... le rythme a été bousculé, et du coup les gens n'ont pas bien saisi en fait les moments sur lesquels ils devaient... On a été sursollicité pendant 2 mois, on a, comme toutes les sociétés du monde, tout le monde a parlé de chômage partiel, et la première chose qu'on s'est dit, chaque RH, c'est ok, et je fais quoi ? Je prends un stylo, une feuille, je dis à quelqu'un, personne ne savait vraiment comment ça marchait, donc il a fallu tout réapprendre à ce moment-là. Et oui, ça a été une période assez dure. Est-ce qu'on garde du coup et on tire des leçons particulières de cette période ? Est-ce que vous conservez des process ? Est-ce que vous avez des best practices là pour le coup suite à ça que vous allez conserver suite à cette période, c'est juste ce que vous venez d'évoquer. Passer en digitalisation de descendant, et quand on se voit, on co-construit. Pas besoin de se voir pour capter de l'info. Okay. Ça, c'est une chose qui a transformé notre façon de travailler. Beaucoup plus misé sur la co-construction locale, parce que finalement, en attendant que les gens, ça descende en pyramide, ça n'a pas de sens en fait d'attendre. Il faut que les gens co-construisent en local. Donc ça a exacerbé cet élément-là, la prise de décision locale sur... une meilleure conscience finalement il y a une chose qui est assez drôle de cette période-là, c'est qu'il y a une plus grande conscience de la santé des gens. J'ai des collaborateurs, je dois en prendre soin finalement. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment en tête, on le savait, c'était inclus dans nos valeurs, mais c'était pas mis en avant tout le temps. Et on accepte la fragilité aussi de... on accepte. Peut-être parce que nous-mêmes nous l'avons vécu, et c'est peut-être aussi ce là. Et puis on accepte de dire non à un client s'il met en danger nos collaborateurs.
On le dit plus facilement, on le disait avant, mais là on explique aux clients que non, ça ne Donc quoi, c'est plus business first, c'est human first, peut-être 2021. Pourcentage plus élevé. Mais ouais, ceci human explique first, que le curseur est rétabli. Ouais, ouais. Peut-être que ça explique aussi pourquoi vous êtes élu top employeur pour la 6e année consécutive. Oui, c'est vrai. Vous avez un discours où l'humain finalement Prime. intègre beaucoup le business. C'est-à-dire qu'en fait c'est deux sujets. On me dit souvent, quand je rentre chez Saint-Gobain, en fait on me dit que c'est un bon employeur. Les gens ne savent pas tout le temps ce que la totalité des métiers de Saint-Gobain, mais c'est un bon employeur. On doit dire c'est pas facile, mais c'est un bon employeur. Oui, je dirais plus c'est un employeur qui est ancien, plus de 350 ans, donc il voit à long terme. Et les valeurs, c'est bien quand vous les écrivez, c'est mieux quand vous les vivez. Et on essaye, c'est toujours difficile au quotidien partout sur 23 000 collaborateurs. Les écrire, ça ne veut pas dire grand-chose. Les faire vivre. C'est plutôt une expérience. Est-ce que moi, dans mon expérience, j'ai quelqu'un qui a incarné ces valeurs? Moi, oui. Et moi, en tant que patron, j'essaie de les incarner auprès de mon équipe et auprès des autres collaborateurs en tant que RH. Okay. C'est pas simple. Il y a une notion très créative même presque chez vous, le fait de pouvoir faire un peu son job comme on l'entend, c'est-à-dire le pimp ta carrière se veut aussi assez créatif finalement, et c'est presque une surprise dans votre secteur d'activité. C'est créer son destin ou créer son parcours de métier tel qu'on est. En fait, je pense qu'on est dans des métiers qui sont peu reconnus ou peu valorisés. On n'est pas dans la net ou dans la technologie ou dans la net économie. Donc on va d'abord et avant tout sur ce que sont les gens. On forme les gens, ils se développent par eux-mêmes, quelle que soit son origine finalement et son niveau de diplôme, on peut se réaliser chez nous. Et c'est ça qui est important, c'est quel que soit son origine et son niveau de diplôme. Peu importe d'où je viens. D'où je viens, c'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est ce que les personnes veulent devenir, tant qu'elle est dans les valeurs de l'entreprise et tant qu'elle est dans les règles de l'entreprise. Nous, ensuite, on accompagne ces parcours-là. Ouais, c'est très clair, c'est très clair. Cette marque employeur, du coup, elle se veut... Alors, on en parlait avec nos précédents invités. Une marque employeur, elle est censée toucher tous les postes, à tous les niveaux. Effectivement, quand on a un 90-10, donc 90% de personnes sur le terrain et 10% de sièges, presque j'ai envie de dire, c'est facile de dire, tiens, pimpe ta carrière pour quelqu'un qui est au siège parce qu'il peut bouger, il peut changer de poste, etc. Mais c'est encore plus fort de pouvoir le dire sur des métiers terrain. Moi j'ai une chance incroyable, c'est 23 000 collaborateurs, 22 sociétés, 2000 points de vente. Donc finalement, si quelqu'un veut évoluer, il n'est pas obligé de prendre sa maison sur son dos avec sa famille, il peut, sans avoir à déménager, pouvoir évoluer dans d'autres sociétés ou d'autres agences de la même société qui sont pas très loin. Et ça, offrir ça, c'est une chance incroyable. C'est une chance incroyable parce qu'on a cette proximité physique. On oublie toujours, on dit toujours les gens veulent évoluer. Si à un moment donné il faut payer le prix familial d'un déménagement, c'est compliqué pour certains. Nous on a cet avantage de pouvoir le proposer. Je suis collaborateur, je peux quitter une enseigne et passer dans une autre. Oui, sans problème, ça sera pas mal vu, il n'y a pas de... Je l'ai fait 3 fois. 3 fois. Voilà. Moi je suis le pur produit, je suis pas rentré cadre, je suis pas rentré en RH, je suis rentré en exploitation et j'ai fait 3 sociétés, j'ai évolué, j'ai pris des postes, plusieurs équipes et c'est ça que j'aime moi transmettre aux autres, c'est de dire c'est possible. Est-ce que c'est essentiel d'avoir, j'allais dire, des personnes comme vous qui viennent du terrain et qui se retrouvent support, ou est-ce que, parce qu'on parlait justement, c'était avec Clinadan, donc des cliniques dentaires. On disait, les managers aujourd'hui, on recrute des managers et on les forme sur le côté technique, donc dentaire, plutôt que de recruter des dentistes et leur dire, tiens, voilà comment il faut manager. Ce deuxième cas ne fonctionnait pas. Est-ce que chez vous, venir du terrain apporte un certain crédit, une accréditation auprès du management, une légitimité? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pour ça que ça marche aussi bien en fait? Ça dépend des métiers. En fait, si vous êtes sur un métier technique, non. Vous êtes dans l'IT. Désolé, là ça nécessite d'avoir une compétence métier tellement technique que finalement le fait que quelqu'un soit passé par les agences n'existe pas. Est-ce que sur d'autres métiers comme le market, la RH, est-ce que ça aide? Oui, fondamentalement. Je sais de quoi je parle. Premier je sais exemple, comment ça se passe chez toi niveau terrain. C'est ça la première. Et je sais ce qui m'est utile et ce dont j'ai besoin. La RH a un défaut parfois, c'est qu'elle aime la nouveauté, elle aime ce qui est coloré, ce qui est digitalisé et autres. Est-ce que ça sert à mon client final? Si ça lui sert à rien, je vais sûrement faire des caisses auprès de la communauté RH. Moi, mon client, s'il me dit ton truc c'est bien, je le pose à côté, je l'utilise pas, ça n'a aucun intérêt. Donc, faire ce qui est utile à mon client final et qui lui apporte quelque chose. Si ça lui apporte rien, aucun intérêt. Je dépense de l'argent juste pour la beauté du geste.
pas d'utilité. Et ça, on peut le comprendre quand on y a été. On peut comprendre les contraintes, quel est mon temps machine que je peux consacrer à autre chose que mon métier ou à mon client, et on sait à quoi ça sert. Moi, je sais que parfois, les besoins d'un collaborateur sont beaucoup plus basico-basiques que le fantasme RH qu'on peut avoir de dire « tiens, si je digitalisais tel process », il vous regarde et il vous dit « Non, moi je veux une nouvelle tenue tous les ans par contre ». Ouais, bien sûr. Parce qu'on on parle de digital, parler de tenue à un collaborateur, c'est ce qu'il porte tous les jours. Hein. Ouais, je peux peut-être passer la commande en digital pour obtenir ma tenue. Ça c'est fait, ça c'est fait déjà. C'est peut-être cet entre-deux mondes. Mais l'avantage d'être passé par le terrain, c'est ce côté pragmatique, et ça c'est vrai. Ouais. Et puis quel est l'intérêt du terrain? Son intérêt à lui, c'est de s'occuper du client, et nous de s'occuper d'eux. Ce sont nos clients. Ça aussi, ça remet un peu les choses en perspective. On n'est pas au-dessus, on est au service des gens. Ouais, c'est plus important. Du pragmatisme, de la bienveillance. D'ailleurs, en termes de politique handicap, de politique diversité, alors on l'a bien compris dans les parcours, en plus la diversité elle existe partout chez vous. Vous avez des métiers hyper variés, donc voilà, et peu importe d'où on vient. C'est pas le sujet. Mais... sur la politique handicap, est-ce qu'il y a un accord qui existe? Est-ce qu'il y a on a une charte, on a des accords, on a travailler, et ce depuis 3-4 ans, et ça mon équipe a été vraiment super pour ça, c'est-à-dire de déployer des promotions avec une société qui s'appelle LB Développement pour promouvoir des parcours de formation pour des personnes en reconversion et qui ont un handicap. Et donc on crée en fait des promos de gens qui vont acquérir un diplôme en alternance en étant handicapés pour pouvoir ensuite intégrer notre société. Donc on travaille sur l'emploi plus que sur des actions particulières. C'est l'emploi qui nous intéresse de ce point de vue-là, sachant que c'est compliqué. On est dans des métiers qui sont parfois pas si faciles que ça à adapter. Parce que pour le coup, le cariste, un cariste qui aurait du diabète, ça passe, mais un cariste qui a un problème de surdité, par exemple, quand vous avez un 2,5 tonnes entre les jambes, bah forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, il y a des métiers qui sont pas si simples que ça à adapter. On y arrive progressivement. On avait aussi, ce qu'on a oublié parfois, c'est qu'on a mal valorisé les gens qui sont rentrés dans la boîte, qui ont un handicap, mais qui n'osaient pas le dire. Et donc on a mis en place de la reconnaissance par le biais des chèques CESU, une valorisation effectivement du fait de se déclarer en tant que personnel RQTH, ce qui ne change en rien votre carrière, en rien votre rémunération, ou ne baisse pas ou ne augmente pas. Simplement, elle vous donne certains avantages de temps et de chèques CESU. Et puis, on a vu effectivement que des gens se déclaraient plus facilement. Et on a, et ça c'est très bien, la direction générale qui, par souci d'exemplarité, effectivement, un directeur général est en train de faire sa dossier de reconnaissance RQTH et on parle très librement. Donc une vraie politique de sensibilisation à l'interne et d'intégration des publics concernés. Mais c'est pas simple, c'est pas une politique simple, mais elle mérite d'être faite et d'être mise en place parce que ça apporte une réelle valeur. Le leadership chez vous a justement accès à ces informations, ces formations peut-être, pour quelque part donner la bonne parole auprès des publics concernés, pour sensibiliser notamment? Ils le font assez naturellement. Certains patrons ont été sensibilisés ni plus ni moins par l'évolution de la taxe, soyons clairs, mais la plupart et la grande majorité d'entre eux portent ça comme étant un acte citoyen normal de devoir effectivement s'améliorer sur ce sujet-là, dans le recrutement, dans la façon dont on en parle, enfin d'être beaucoup plus libre et moins timoré sur ces sujets-là. Sur ce sujet-là en tout cas. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu as d'autres questions, Jérémy ? Non, juste peut-être avoir un ressenti du message que vous voulez faire passer, Emmanuel, peut-être un message auprès des cibles qui auraient envie de vous rejoindre, de ces fameux candidats, peut-être. Et ou de vos confrères qui font le même job que vous, des conseils, des anecdotes, ou voilà. En tout cas une vision. Pas beaucoup de conseils à leur donner, je pense qu'on est tous dans cette barre, on va essayer de s'en sortir après cette période-là. Moi, sur les personnes qui souhaitent nous rejoindre, chercher le vrai. Chercher la boîte qui, au-delà des valeurs qu'elle affiche, les porte au quotidien, qui est solide et qui vous crée une carrière. C'est un marathon, c'est pas des sprints. Le fractionné vous fatigue, le marathon c'est différent, on ne l'aborde pas de la même manière. Cherchez une boîte qui va vous garantir entre guillemets le fait de vous écouter, et ça nous on sait le faire, on sait bien le faire. On essaie de s'améliorer tout le temps, ce qui est très difficile, mais on sait plutôt bien le faire.
parce que je pense que nos managers sont issus de l'interne et sont sensibles au fait d'avoir grandi et de devoir ensuite reproduire ce schéma auprès de leur... Donc cherchez ces boîtes-là, parce que ces boîtes-là ont une valeur humaine. Et justement, Emmanuel, Qui soit- vous êtes qui labellisé soit à cohérent. Happy Trainees. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça apporte quelque chose auprès en termes de communication sur la marque employeur, mais ça apporte aussi de verrouiller ou de checker tous les ans ces process d'intégration, de reconnaissance, de proposition de carrière pour les collaborateurs, en le cas Happy Trainees pour les stagiaires et les alternants. Ça permet de bien rebalayer tout ce qu'on a mis en place, parce que ce que l'on fait, ça se mesure et on se doit de le mesurer. Et donc le fait de mesurer tous les ans, ça peut vous réalerter sur des petits process qui coincent ou ce genre de choses. C'est pas mal. C'est pas mal, D'accord. pour être tout à fait C'est sincère. l'idée de vraiment mesurer, en fait, Oui. un peu dans cette logique de Plus performance. Voilà, plus que le label, c'est bien d'avoir un passage tous les ans qui revient checker à peu près tout ce que vous faites et qui vous rappelle ce que vous faites pas nécessairement le mieux du monde et ce sur quoi vous devez vous améliorer. Très clair. Merci Emmanuel, merci Merci pour à vous votre deux. temps. Merci. Et à Merci bientôt. présence. À bientôt. Merci. À bientôt. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.